Bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter ce que peut être l'hybridation pédagogique. Oui, alors on en parle, une formation va être faite là-dessus pour les professeurs de SVT, et c'est d'ailleurs dans ce cadre que je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter les grands principes de cette idée pour que nous puissions mieux travailler ensemble. Allez, voyons tout de suite ce qu'est cette hybridation et comment on peut essayer de la mettre en place. Commençons par la définition de ce qu'est un enseignement hybride ou en hybridation. Les deux termes sont acquis et sont utilisables. Donc, c'est une combinaison ouverte d'activités d'apprentissage en temps réel et à distance, en mode synchrone ou asynchrone. Alors, vous me direz, avec ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Reprenons donc les différents termes de cette définition pour être le plus clair possible. Alors tout d'abord, la combinaison ouverte d'activités d'apprentissage. Oui, alors là c'est la même chose que quand on est en cours classique. Il faut bien évidemment penser son cours hybride, son enseignement hybride, avec une variation possible des supports qui sont employés. Alors c'est une combinaison ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est possiblement interdit, mais il faut combiner, il faut varier le plus possible les activités d'enseignement. Oui, vous le savez sûrement, quand on ne fait qu'un seul type d'activité d'enseignement, comme le frontal par exemple, ce que vous voyez ici, ça va être valable pour certains élèves et certains cours, mais ça ne sera pas valable pour la majorité, ou en tout cas pas pour la plupart, et en tout cas pas tout le temps. Donc, dans l'enseignement hybride comme dans l'enseignement tout court, il faut penser à faire des combinaisons d'enseignement, des variations pour toucher un maximum de public et permettre à chacun de trouver là-dedans ce qui peut l'accrocher et lui permettre de progresser et d'évoluer. Et vous voyez ici que cette combinaison d'activités d'enseignement doit être offerte en temps réel et en présence. Oui, on ne parle d'enseignement hybride que s'il y a une partie de cet enseignement qui se fait en présence. Oui, il faut à un moment pouvoir poser des choses avec les élèves, pouvoir leur montrer, pouvoir les guider, pouvoir leur expliquer des éléments qu'ils vont réutiliser par la suite. L'hybridation n'est prise en compte qu'à partir du moment où il y a ce temps en présence, ce temps en temps réel qui permet d'échanger avec nos élèves, qui permet de les consolider, qui permet de les guider, qui permet de leur montrer des choses qu'ils pourront exploiter par la suite à distance. Oui, j'insiste, cette part de présence est indispensable pour poser les bases du travail qui sera fait par la suite. Dans ce cadre-là de l'hybridation, oui, s'il n'y a pas de temps en présence, on ne peut pas parler d'hybridation, on parle de distanciel ou de travail à distance. À distance, en mode synchrone et asynchrone. Oui, parce qu'en fait, c'est là la difficulté de l'hybridation. Il faut prévoir des activités qui vont pouvoir être exploitées à distance par les élèves, qu'on soit avec eux, c'est-à-dire quand on utilise un outil de télétravail, comme par exemple la classe virtuelle, et d'autres, mais attention au RGPD, bien évidemment. Donc quand on utilise ces outils, on est en mode synchrone à distance, mais aussi des outils qui pourront être utilisés en mode asynchrone, c'est-à-dire décalé par rapport au temps que nous avons de disponible pour nos élèves. Donc il faut bien prévoir ces activités pour qu'ils puissent les faire par eux-mêmes, que nous soyons là ou que nous ne soyons pas là. Et c'est là la difficulté de l'hybridation. Oui, il faut prévoir un travail sur lequel l'élève peut avoir un retour, un feedback automatique entre guillemets, ou en tout cas qui lui permet de déterminer par lui-même si le travail qu'il a fait est correct ou pas. Donc il faut un travail qui s'auto-corrige ou en tout cas qui permet de voir si l'activité proposée est faite est juste ou pas. Le terme d'hybridation se fait quand on arrive à articuler aussi bien ce temps en présence que ce temps à distance, que ce soit synchrone ou asynchrone. Ce que nous allons voir là, ce sont les difficultés de mise en place de cette hybridation et ce qu'elle permet, et quelques exemples bien évidemment lors de la formation. Donc pour résumer, voici ce petit schéma qui montre très bien ce que peut être l'hybridation. On est totalement en cours ou totalement à distance. Effectivement, on est sur quelque chose qui est entre deux et surtout qui a été réfléchi comme étant entre deux. Vous voyez ici une carte mentale qui permet de représenter les différents points qui vont être abordés dans la suite de cette vidéo. On va commencer par ce qui se passe avant l'hybridation. Alors d'abord, il y a des choses à préparer avant l'hybridation. Donc première chose à préparer avant l'hybridation, la scénarisation de cette hybridation. Oui, parce qu'en fait un cours hybride s'imagine du début à la fin, c'est-à-dire cette partie en présence et la partie à distance, ou en tout cas synchrone ou asynchrone comme je l'ai dit auparavant. La scénarisation de l'hybridation prend différents points. Le premier, c'est de choisir le thème. Bon, ça c'est comme un cours classique. Qu'est-ce que je vais apporter à mes élèves? Quel est le thème que je veux aborder? Qu'est-ce que je veux leur enseigner? Là évidemment, vous êtes lié aux programmes nationaux et aux contraintes liées au niveau que vous allez enseigner. Deuxième chose que vous devez faire, vous devez choisir les supports sur lesquels vous allez vous appuyer. Donc là, vous voyez, comme un cours classique, à la différence près qu'il faut imaginer des supports qui seront transposables à distance dans le numérique.
Et on arrive là à la troisième contrainte, à savoir une contrainte technique, souvent qui peut être bloquante quand on ne la maîtrise pas, c'est quel outil je vais utiliser. Oui, parce que pour pouvoir transposer des supports à distance, il faut avoir des outils comme un ENT ou d'autres qui permettent de mettre à disposition des contenus qui permettent aux élèves de travailler dessus. Cela signifie qu'il y a un gros travail de préparation sur les supports pour qu'ils soient exploitables dans le cadre de l'hybridation, et il y a aussi un travail à faire sur qu'est-ce que je vais utiliser comme plateforme. On va justement revenir là-dessus. Autre point important à surveiller, c'est la plateforme que vous allez utiliser. Pensez bien que vous allez devoir utiliser une plateforme numérique pour pouvoir donner les contenus et récupérer les travaux des élèves. Donc il faut une plateforme que les élèves connaissent, que les élèves maîtrisent et qu'ils puissent utiliser. On a souvent tendance à penser que pour eux l'informatique c'est facile parce qu'ils sont nés avec un téléphone dans la main. C'est une image bien entendu, mais il faut imaginer que pour eux cet objet est quasiment magique, c'est-à-dire qu'ils prennent une photo, ça marche, ils ne savent pas où est la photo, ils ne savent pas que ce sont des points, ils ne savent pas que ce sont des pixels, ils ne savent pas que ça peut partir par des ondes électromagnétiques qui représentent la 4G ou le Wi-Fi. Non, pour eux ça fonctionne, point. Donc vérifiez bien quand vous utilisez une plateforme qu'elle est utilisable, exploitable par vos élèves. Deuxième chose importante, et j'insisterai là-dessus du fait de ma formation au numérique, faites en sorte que la plateforme respecte les réglementations françaises. La RGPD, Réglementation générale de protection des données personnelles, est très importante. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des plateformes qui mémorisent le nom des élèves et qui stockent les informations concernant vos élèves sur des serveurs à l'étranger. Donc bien évidemment, vous pouvez utiliser les outils qui sont recommandés par le rectorat, puisque soit ils sont conformes au RGPD, soit vous avez l'autorisation du rectorat. Donc c'est eux qui ont mis en place une solution technique pour le faire. Ne vous amusez pas à trouver une solution quelque part dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants, ni les droits d'utilisation. Alors je peux par exemple citer Discord. Discord qui est un outil qui est très utilisé, faites attention, Discord ne respecte absolument pas les données personnelles. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec WhatsApp en ce moment et vous comprendrez que le choix de l'outil est très important pour le respect de la réglementation et de la vie privée. Pour parler du plus utilisé, c'est souvent Pronote qui permet non seulement de mettre à disposition des contenus, des liens vers ces contenus, mais aussi qui permet de récupérer les informations et surtout qui est conforme au RGPD puisqu'il est contraint par l'éducation nationale à le faire. Mais bien entendu, vous pouvez avoir d'autres plateformes qui sont utilisées ou même avoir un serveur chez vous, mais ça seulement pour les plus geeks, bien évidemment. Autre point technique important, il faut pouvoir vérifier que les élèves sont capables d'utiliser cette plateforme. Oui, donc qu'ils aient leur code, qu'ils sachent comment y accéder, qu'ils sachent l'utiliser. Oui, parce que ne croyez pas, c'est une génération qui semble être née avec un téléphone dans la main, mais ils ne savent pas l'utiliser, ça tient plus de l'objet magique qu'autre chose. Donc pour eux, s'il n'y a pas une application super claire qui les guide pas à pas, je ne suis pas sûr que tout s'y arrive. Donc vous inquiétez pas, c'est possible de leur montrer notamment pendant le temps en présence et de prendre ce petit temps sur par exemple l'ensemble des professeurs, c'est pas toujours le même qui est obligé de le faire, mais c'est important pour la suite pour que ce travail soit efficient. Dernière chose à imaginer avant l'hybridation, ce sont les outils que vous allez utiliser, oui, parce que ces outils doivent pouvoir permettre de mettre en place une mobilisation et de susciter l'intérêt. Oui, parce qu'on est bien d'accord qu'en classe, il est relativement simple de mobiliser des élèves. Quand c'est à distance, en asynchrone ou même en synchrone, c'est plus difficile. Donc pensez bien aux outils que vous allez utiliser. Il faut aussi que ce soit des outils qui vont maintenir un engagement sur le moyen ou le long terme. Oui, pas un truc qui va s'utiliser 10 minutes et puis terminer, non. Il faut que ces outils permettent à l'élève de manipuler une notion que vous voulez travailler avec eux, mais de la manipuler pendant un temps assez long pour qu'ils puissent essayer d'en envisager différents points de vue. Oui, on n'est pas là dans l'exercice qu'on a fait en classe, vous le refaites à la maison, terminé, merci, au revoir. On n'est pas dans lisez la leçon et apprenez-la. Non, il faut vraiment que cette notion soit utilisable et manipulable par l'élève en ayant un retour sur ce qu'il fait. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez proposer, et c'est ce qu'on va voir par la suite, des expériences virtuelles avec Scratch pour qu'ils puissent avoir un retour sur ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas et qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas. Alors certes, vous allez rajouter une couche technique, le tout c'est de trouver une activité qui techniquement n'est pas bloquante et qui permet d'utiliser et de manipuler la notion de façon autonome ou guidée tout en ayant une appétence et un intérêt pour le faire et donc mieux comprendre cette notion parce qu'en fait elle aurait été vue de façon plus globale. Et enfin, vous pouvez imaginer des outils qui vont favoriser l'interaction et la collaboration entre les élèves. Alors, ce n'est pas tout à fait le cadre de cette formation, mais c'est vrai que des outils collaboratifs, comme des pads par exemple, chez Framapad, permettent de mettre des élèves en synergie pour qu'ils
requièrent ensemble et en même temps une notion qui peut parfois être complexe, comme par exemple l'étude de la communication hormonale. Et enfin, le gros travail de l'enseignant sera d'articuler toutes ces choses pour que ça puisse se faire en présence. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça se fasse en présence? Qu'est-ce que je vais donner comme piste pour que ça puisse se faire à distance? Qu'est-ce que je vais donner comme travail en synchrone ou asynchrone pour qu'ils puissent le faire et me renvoyer un résultat sur lequel j'aurai un retour critique qui leur permettra de progresser. Donc il faut bien imaginer que l'articulation de toutes ces activités pédagogiques, c'est la vraie difficulté de l'enseignement hybride. C'est là qu'il y a une différence par rapport au fait de faire un cours classique, dirais-je, seulement en présence. Puisque normalement, quand vous êtes en présence, vous avez un retour qui se fait avec l'élève quand il est là. Donc ça ne pose a priori aucun souci. Vous pouvez répondre en temps réel. Non, là, il faut imaginer les scénarios possibles pour avoir des réponses à l'avance aux questions qu'il est possible que les élèves se posent sur les activités que vous avez. Et j'insiste, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un feedback dans ces activités pour que l'élève puisse se rendre compte sans être obligé de vous solliciter toutes les 15 secondes en disant « Ah, ça marche pas, ah, il n'y a pas ça ». Non, il faut bien penser son hybridation comme à un moment je lâche la main à l'élève pour qu'il prenne une notion, qu'il travaille dessus grâce à une activité qui est prévue, qui va être notée, évaluée, qui est intéressante, qui sort un peu du lot, qui va lui permettre de comprendre cette notion dans la globalité, ou en tout cas dans quelque chose de plus global, sorti de l'exemple qui peut être étudié en cours. Maintenant que ces éléments sont bien compris, nous allons voir ensemble quelques exemples d'utilisation de l'hybridation. Alors première chose, il est important de cerner le contexte. Alors cerner le contexte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez deux cas possibles, deux grands cas possibles, il y en a d'autres mais je vais m'arrêter sur ces deux-là. D'abord vous voyez l'exemple en classe et vous retravaillez le même exemple à la maison. Alors c'est le plus simple pour commencer on va dire, puisqu'effectivement la notion et l'exemple ont déjà été étudiés. La seule chose qui va être proposée, ça va être de faire un approfondissement sur le même exemple tout en ayant un travail à distance. Ne vous inquiétez pas, on verra les outils juste après. Deuxième exemple, c'est de comprendre une notion en classe ou d'utiliser un exemple et de l'appliquer sur un autre exemple que cette fois sera vu à distance. Alors là, bien évidemment, il faudra essayer de moins varier les supports pour garder quand même une continuité pédagogique sur l'hybridation. Donc là, le principe est de passer de l'exemple à la notion tout en passant du synchrone à l'asynchrone. Donc dans ce cadre-là, on va étudier un exemple et comprendre la notion en synchrone, ce qui permettra d'exploiter un autre exemple pour conforter cette notion lors du travail asynchrone en hybridation à distance ou en présence. Donc vous voyez qu'on est plus dans le cadre de j'ai une notion et je passe à une généralisation du concept par l'utilisation de différents exemples pour conforter la notion. Attention, c'est pas répéter pour répéter, il n'est pas question de faire 15 fois la même chose pour se dire voilà, là ils ont bien compris. On est bien d'accord que même dans ce cadre-là, les plus scolaires vont répéter la chose sans l'avoir comprise et on aura l'impression, ou en tout cas un vernis de compréhension, sans avoir touché le cœur même de la notion. Attention, même si vous avez cerné le contexte, pensez bien aux limites de l'hybridation, c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire son travail par soi-même, il faut être capable d'utiliser l'outil informatique et il faut être capable, très important, d'avoir un feedback pour que les élèves puissent comprendre. Donc maintenant, voyons deux outils qui permettent une hybridation un peu originale en SVT. Premier exemple, vous avez Scratch. Alors certains le connaissent déjà, Scratch c'est un logiciel qui permet de schématiser des suites d'instructions qui arrivent à un résultat. Oui, c'est un peu ce que vous voyez sur ce schéma-là. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une mauvaise note, hein, voilà. Donc en fait, il faut savoir que les algorithmes existent partout et tout le temps, et notamment dans les systèmes biologiques, pour pouvoir répondre, à avoir un feedback sur une action qui peut se passer dans l'environnement. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce logiciel pour modéliser un algorithme et que les élèves puissent comprendre la notion qui est derrière cet algorithme à partir d'un exemple d'utilisation. Donc vous avez 4 niveaux de difficulté d'utilisation de Scratch, si on peut dire, à doser en fonction de ce que vous voulez comme dose d'hybridation, d'autonomie par rapport au travail et bien évidemment du niveau que vous estimez de vos élèves. Premier niveau, le plus difficile, vous demandez à vos élèves de créer l'algorithme à partir de rien. Cela suppose qu'ils connaissent déjà les outils de Scratch. C'est pas le plus simple, mais il y a des élèves qui sont déjà très impliqués dans l'utilisation algorithmique, par exemple avec Python ou la programmation, qui peuvent le faire. Maintenant, c'est pas le plus simple, je vous l'avoue. Deuxième possibilité, ils vont recréer l'algorithme à partir d'éléments que vous fournissez, c'est-à-dire que vous fournissez tous les éléments éclatés, plus ou moins, et c'est à eux de les remettre dans l'ordre pour que l'algorithme puisse se construire, c'est-à-dire que là, on ne va pas
à s'appuyer notamment sur toute la difficulté technique de comprendre des boucles, des variables, des conditions, etc. Mais on va s'appuyer sur le fait de comprendre que s'il se passe ça, alors il doit y avoir ça. Voilà ce qu'il va avoir comme réaction à tel phénomène. Troisième niveau de difficulté, c'est-à-dire que là, vous donnez des trames avec des bouts d'algorithmes déjà faits. Et enfin, dernier niveau de difficulté, c'est-à-dire que dans cet algorithme, il y a souvent des variables, des éléments qui peuvent varier, comme la quantité de lumière, le nombre d'individus, le nombre de virus, enfin, suivant l'algorithme. Et vous demandez à vos élèves de compléter votre algorithme en fonction d'informations qu'ils peuvent prendre dans un autre document, dans une vidéo, un texte. Donc, ils auront à modifier les variables et voir ce qui se passe dans cet algorithme quand les variables changent. Dans le cadre de la formation, nous allons étudier 3 exemples. Le premier exemple, le contrôle hormonal, oui, qui sera modélisé sous Scratch avec les chapons et l'effet de la testostérone. Vous voyez que ça ressemble là à un exercice assez classique en classe de 4e, 3e, en tout cas dans le cycle 4, et qui permet, grâce à Scratch, de lui donner une distance qui peut être nécessaire à être utilisée dans l'hybridation. C'est-à-dire que là, vous le voyez, je vous le montre rapidement, on le verra pendant la formation, il y a des algorithmes à mettre en place et il faut que les élèves puissent comprendre qui va avec quoi. Deuxième exemple que l'on pourra étudier, c'est les besoins des végétaux verts, les besoins des végétaux chlorophyllés. Là encore, vous avez des variables, vous le voyez qu'on peut faire varier pour avoir des résultats différents. Alors ce qui est important, c'est pas tellement de savoir que la plante a besoin de lumière pour pousser globalement. Les élèves, quand ils arrivent de primaire, ils le savent puisqu'ils ont déjà fait l'expérience en primaire. Non, ce qui est intéressant, c'est de construire l'algorithme, il faut ça, donc il va se passer ça, de comprendre que c'est un besoin nutritif. Et enfin, dernier exemple, là nous avons l'épuisement de ressources naturelles avec le pétrole, qui permettent de voir que suivant le comportement de l'être humain et suivant l'utilisation de ces ressources, on va avoir des ressources qui vont durer plus ou moins longtemps. Ça peut permettre aussi d'expliquer qu'il y ait des chiffres différents quant à la durée des réserves qui restent pour certaines ressources. Deuxième logiciel, ou en tout cas application que nous allons voir lors de cette formation, c'est Mesurim. Donc vous voyez que Mesurim est un outil assez ancien qui maintenant peut s'utiliser sur une interface web, c'est-à-dire qu'il est utilisable dans tous les cas avec un téléphone ou avec un ordinateur, une tablette, et qui permet, comme son nom l'indique, de mesurer, mais pas seulement, il permet aussi de faire des comptages. Et vous allez voir que là, ça permet de donner un travail en hybridation qui permet d'exploiter un peu plus une notion qui a été vue en classe. Alors, premier exemple que nous verrons, c'est la variabilité phénotypique des individus, ce qu'on peut voir avec des drosophiles, ça tombe bien puisque les images sont déjà fournies. Donc là, il suffit de trouver un cadre correct pour que les élèves puissent mettre en exergue et voir de façon très pointue et pourquoi pas modéliser cette variabilité phénotypique en lien avec la génétique, bien entendu, ce qui se fera dans le cours d'après. Deuxième exemple que nous verrons, c'est l'évolution côtière. Et oui, on peut, grâce à ça, aussi comparer des images et faire des schémas pour montrer qu'il y a une évolution de la géographie et donc que c'est lié à l'activité externe de la Terre. Bien évidemment, là on est dans une partie de prendre un exemple pour arriver à une notion. Et enfin, dernier exemple, vous pouvez avoir aussi l'évolution des crânes, c'est-à-dire montrer qu'il y a eu une évolution des crânes, pouvoir les comparer, pouvoir mesurer des volumes et pouvoir essayer d'expliquer cette notion si complexe qu'est l'évolution. Donc vous le voyez, faire des cours hybrides n'est pas vraiment différent de préparer des cours. La seule chose, c'est qu'il y a ce petit plus qu'il faut prévoir, c'est-à-dire une activité qui peut se faire à distance, qu'on soit en synchrone ou en asynchrone, en accompagnant l'élève, ou que l'élève le fasse par lui-même. Ce qui signifie qu'il y a quelques outils qu'il faut apprendre pour pouvoir les utiliser et les proposer à nos élèves, ce qui permettra, on l'espère en tout cas, de continuer un travail à distance tout en renforçant les notions qui auront été vues lors du temps en présent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça sera volontiers si je peux y répondre. Et si vous êtes à la formation, bien évidemment, ça sera volontiers que j'y répondrai, mais cette fois en présence et synchrone.